En réalité, comme nous n'étions pas encore décolonisés, nous nous attendions à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment. Mais en fait, voilà, on n'a qu'à commencer. Alors, on va se présenter peut-être. Françoise Vergès. Françoise Vergès, je suis chef de ma classe au Collège d'études mondiales et j'ai écrit sur l'esclavage, l'esclavage, le colonialisme, l'impérialisme, la postcolonialité, voilà, plusieurs autres choses. Voilà, moi je suis Gertine Anduri, je suis auteur dramatique, pièce de théâtre, poésie, roman, nouvelle, voilà, et metteur en scène. Alors, on nous a demandé de vous parler, en réalité nous avons été contactés par Mme Fénanière du Salon colonial autour du mois de juin, de juillet, parce que nous avions sorti un manifeste qui était le manifeste contre la misogynie raciste et le racisme. Et donc on va vous parler un peu de ce manifeste, et puis aussi des actions que nous menons dans une association assez récente qui s'appelle Décoloniser les arts, en gros, et puis évidemment un peu théoriser tout ça. C'est moi qui ai la charge de commencer. Alors d'abord, je vous rappelle les faits qui se sont produits et qui nous ont amenés à écrire ce manifeste. Le 22 mai 2015, au cours d'une fête organisée dans le milieu théâtral marseillais, un directeur de théâtre s'est adressé à une femme metteur en scène noire en utilisant le terme suivant: « T'as vu ta gueule de sauvage, t'es même pas baisable, espèce de sale blague de merde. » Alors ces propos qui ont été par cet individu présentés par la suite comme résultant d'un état d'ivresse nous ont semblé évidemment inacceptables de la part d'un individu quel qu'il soit, mais surtout pour nous il disait quelque chose d'un milieu intellectuel prétendument ouvert, antiraciste et progressiste. La personne visée, donc cette femme metteur en scène, qui en règle générale ne se laisse pas faire, a été tétanisée durant plusieurs jours, malgré nos encouragements, malgré nos discussions, malgré notre soutien immédiat et notre obstination à lui faire entendre qu'elle ne devait pas, elle, se remettre en question, ni s'interroger sur ce qu'elle avait fait ou pas fait. Alors, une telle réaction nous a fait toucher du doigt la violence de cette attaque et les ressorts qui peuvent être atteints chez une femme qui, de par la manière dont sont en général traitées les questions de violences faites aux femmes, se retrouve dans une double position de victime et de coupable. À cela venait s'ajouter l'effondrement de tout ce qu'elle pensait ou espérait ou attendait de ce milieu culturel censé être un espace protégé dans une région largement acquise aux idées d'extrême droite. Donc Françoise Vergès et moi avons décidé de répondre à cette attaque, mais également à toutes les attaques racistes et misogynes qui avaient été et sont encore déversées à longueur de journée dans ce pays. Et nous avons décidé d'élargir le propos en rédigeant un manifeste qui ne se limite pas au cas précis de cette femme metteur en scène. Nous avons donc bien pris le parti de faire entendre qu'il s'agissait d'un type de réaction qui allait se généraliser, se faire de plus en plus violent de la part d'une caste dominante, mâle et blanche, qui sentait son pouvoir remis en question par les femmes en général, mais par les noirs et les noirs, hommes et femmes en particulier.
Et de là, nous avons mis l'accent sur le fait que nous ne nous exprimions pas uniquement en tant que femmes, mais en tant que femmes noires, solidaires de nos frères et compagnons divers, quel que soit le statut matrimonial que nous poursuivions à leur côté, victimes eux aussi de la permanence de ce pouvoir d'hommes blancs, soutenus par un nombre non négligeable de femmes blanches. Ce dernier aspect était assez mal reçu par pas mal de femmes qui, en général, tentent de ramener nos luttes à une simple question de relation homme-femme en évacuant celle du racisme. Alors, je vous lis un extrait du manifeste contre la misogynie raciste. Nous prenons le parti de réagir collectivement face à cette attaque faite à une femme noire, dont le positionnement contre les formes persistantes d'un racisme sournois dans ces milieux dérange profondément, à l'instar d'autres femmes non blanches, universitaires, journalistes, artistes et écrivaines. Si nous parlons en tant que femmes, c'est parce que nous savons que misogynie et négrophobie ont une longue histoire intime. Mais nous refusons l'injonction à nous séparer de nos pères, frères, amants, qui sont chaque jour victimes d'attaques racistes et qui meurent sous les coups alors que leurs assassins restent impunis. Notre féminisme ne se réduit pas à une demande d'égalité, il s'attaque à un ensemble d'oppressions. Nous observons que la post-colonialité française traverse une crise que nous avons en partie provoquée dans le but d'accomplir une décolonisation de la République, si nous voulons que cette dernière retrouve son sens premier, la chose commune. Ça, c'était donc trois paragraphes du manifeste qui, par ailleurs, est assez long. Et qui a été immédiatement signé par un très grand nombre de gens très connus d'ailleurs, comme Angela Davis, entre autres, signé par 3500 personnes en l'espace d'un mois et demi. Nous avons évidemment adressé ce manifeste à la ministre de la Culture et qui nous a pas reçu mais fait recevoir par une personne qui est chargée de l'égalité homme-femme au ministère. Voilà. Alors, je continue mon propos en disant que le pouvoir mâle et blanc dominant est remis en question. Il subit des coups de boutoir de femmes engagées et déterminées, parce que nous sommes déterminés, à mettre fin à cette domination qui tire une part importante de sa puissance de l'organisation parfaitement orchestrée de sa maîtrise sur l'imaginaire collectif. Et c'est là qu'on va toucher tout à l'heure aux questions de représentation dans les milieux de l'art. En effet, nous ne pouvons, dans la formulation de nos doléances à propos de la manière que nous sommes hommes et femmes noirs, dont nous nous sentons traités, continuer à ignorer le fait que tous les instruments de pouvoir sont optimisés par cette caste dominante pour asseoir son hégémonie sur les autres cultures. Du point de vue politique, économique, dans les moyens de guerre, dans la culture en général et dans chacun des domaines culturels, littérature, cinéma, télévision, théâtre, art plastique, photographie, mode. Nous sommes peut-être insuffisamment attentifs aux signes qui nous entourent et qui pourtant, depuis des siècles, manifestent non seulement le désir de laisser trace de son passage en tant que civilisation, pour perpétuer la domination de sa culture, mais également pour user des prestiges de l'art pour manifester sa propre puissance, ainsi que l'écrit le critique Gombrich dans son Histoire de l'art à propos des princes et souverains de l'Europe du XVIIIe siècle. Cette manière de penser l'art au XVIIIe est loin d'être révolue, et il convient d'être conscient que toute nomination, toute mise en avant de l'artiste donné au détriment d'un ou d'une autre répond à un désir, fût-il inconscient, de perpétuer une forme de domination et une lecture déterminée du monde. Il est devenu quasiment grossier aujourd'hui d'utiliser un certain nombre de termes qui ont pourtant parfaitement décrit ce qui est abordé ici.
Le terme qui me paraît le plus approprié est celui d'impérialisme culturel. Aujourd'hui, on peut dire que cet impérialisme culturel est masqué et renforcé par une adhésion apparemment spontanée des uns et des autres à la pensée dominante. Mais déjà, en 1377, Ibn Khaldoun décrivait cette autocolonisation en ces termes: les vaincus veulent toujours imiter le vainqueur dans ses traits distinctifs, dans son vêtement, sa profession et toutes ses conditions d'existence et ses coutumes. Seuls de petits groupes, isolés les uns des autres, luttent aujourd'hui contre cette tendance. Le colonisé est sommé de ressembler à celui qui le colonise ou de disparaître du paysage. Les femmes noires sont soumises au double sort d'être à la fois définies par leur blanc et régnées du paysage, à moins qu'elles ne soient mises en valeur dans des rôles dans lesquels la place du corps prend une grande valeur. Mannequinat, atlantisme, danse, chanson. Cet aspect est à mettre en relation avec un élément que nous développons dans un instant, la relation ambiguë de peur et de fascination sexuelle qu'éprouve le mâle blanc face à la femme noire. Je voudrais vous parler de la misogynie raciste dans le milieu du spectacle, puisque c'est le milieu dans lequel j'évolue. Les femmes noires s'expriment-elles sur les plateaux de théâtre? Leur donne-t-on la parole? Pour avoir depuis quelque temps suivi de près pas mal de représentations théâtrales en France, je me suis posé la question de la place accordée aux femmes noires dans le théâtre, et je répondrai spontanément qu'elles ont une place quasi nulle. Si on fait le tour des catalogues des pièces contemporaines, des pièces écrites, parce que de mon point de vue, il est urgent de s'interroger sur l'aujourd'hui et de cesser de ressasser les temps passés, qui est une attitude commode et qui nous évite de nous interroger sur notre rôle pour changer la société dans laquelle nous vivons. Si on se penche sur les catalogues des maisons d'édition de théâtre contemporain, on ne trouve aucune pièce écrite par un homme blanc français et donnant un rôle à une femme noire sur un plateau de théâtre. Les dernières pièces répertoriées par Sylvie Chanaille sont Papa bon Dieu de Louis Sapin en 1958 et Les Nègres de Jean Genet en 1959. Des auteurs antillais ou africains écrivent des textes, et certains de ces textes sont joués. Ainsi, Bintou de Kofi Kwaoulé, qui traite du mariage forcé d'une jeune fille née en France de parents africains. Le fil d'Ariane de Kaya Makele. Pas de prison pour le vent d'Alain Foin. Face à la mer de Jean-René Lemoine. Blues pour Alza de Léonora Miano. Ou les pièces que moi-même j'ai écrites, Camille et Justine, Carin, Lettres indiennes, Enfouissement, les errances des Atlantiques amers. Je parle de pièces dans lesquelles il existe des rôles de femmes noires écrits. Bernard-Marie Coltès, par exemple, ne propose pas de rôle féminin dans ses pièces, dans sa pièce qu'on va donner comme des chiens, par exemple. La misogynie raciste est sans doute pour quelque chose. L'une des seules pièces où j'ai vu une femme noire, jouée d'ailleurs par un comédien métis, fils du metteur en scène, était La Grande Nouvelle de Jean-Louis Boer, une réécriture contemporaine du Malade imaginaire à la sauce high-tech, mise en scène par Philippe Adrien. Et je vais vous lire un extrait d'une critique de cette pièce. Visiblement, le critique n'a pas du tout aimé la pièce. Mais il écrit: ni morale, ni malicieuse, la fin est à l'image d'une pièce qui fanfaronne son cœur et assène gratuitement des folies sans souffle. Parler de caca, montrer le sein d'un trans, avoir un gros couteau, etc. Autant d'images à la copie, mais sans sa décadence mordante. Fort heureusement, poursuit-il, le jeune interprète d'Antoine, Pierre Lefebvre, offre à La Grande Nouvelle un moment de franche rigolade, celui de la doudou africaine, pratiquant un rituel vaudou sur un ruban. Irrésistible, la scène croque enfin dans la farce, et rafraîchie par sa tendresse toute clownesque, un peu de bienveillance sans ironie, cela grandit aussi.
Et il est frappant que toute la pièce déplaise aux critiques, sauf cette évocation hilarante de la femme noire. Et j'adore d'ailleurs cette combinaison de fantasmes, la doudou, africaine, prêtresse vaudou, ensorcelante et dangereuse. Tous les attributs sont présents pour évoquer cette femme noire dangereuse. L'analyse de ces discours nous permet de comprendre l'expression des désirs, des besoins, des frustrations et des peurs de ces hommes dans cette société. Cette vision d'une femme noire dotée de pouvoirs magiques effrayants est permanente depuis fort longtemps. Elle s'accompagne d'un discours sur la sexualité des femmes noires, insatiable et baisable, contrairement à notre metteur en scène du début, même pas baisable. La question se pose toujours à un moment de savoir si la femme noire est baisable. Mais on peut aussi analyser ce même pas baisable adressé à notre metteur en scène de Marseille comme l'expression d'une incapacité à la baiser, ou liée au fait qu'elle ne se laisse pas baiser précisément. Mais ça, c'est une autre affaire de psychanalyse, sans doute. Quoi qu'il en soit, la femme noire, si tant est qu'une telle entité existe, présente la double faculté d'inquiéter et d'attirer. Il faut entendre Flaubert, écrivant à la fois dans son dictionnaire des idées reçues, les négresses sont plus chaudes que les blanches. Et en même temps, en général, les belles femmes dansent mal. J'en accepte une nubienne que nous avons vue à Assouan. Mais ce n'est plus de la danse arabe, c'est plus féroce, plus emporté. Ça sent le tigre et le nègre. La bestialité est tout de suite évoquée. Elle permet de maintenir l'autre à distance et de se hisser à un niveau de civilisation, entre guillemets, au sens où ce mot manifeste clairement un écart avec la nature, entre guillemets, et met en valeur la pensée, la réflexion et l'intelligence. Écoutons Jules Laforgue dans un poème extrait des Complaintes en 1885 qui écrivait « J'irai vivre là-bas, dans quelques forêts d'Afrique brute et épaisse, et la chair assouvie, j'oublierai le cerveau que les siècles m'ont fait. » La sexualité et l'assouvissement sont clairement associés à l'absence de pensée et même de cerveau. Cette question de l'émotion et de l'absence de nécessité de faire usage de son cerveau se retrouve encore aujourd'hui dans la conception que continuent à avoir certains metteurs en scène et directeurs de théâtre sur la création artistique des Noirs. Les Noirs sont autorisés à exprimer leur émotion dans la musique ou dans la danse, où l'on retrouve davantage de Noirs sur les plateaux. Et encore, dans une analyse récente que nous avons menée sur la programmation des centres dramatiques nationaux et des scènes nationales de France, on assiste à un remplacement total des orchestres de jazz composés de Noirs par des orchestres de jazz composés uniquement de Blancs et qui se produisent dans toutes les scènes nationales de France. Et le doute persiste sur les capacités artistiques des Noirs dans des domaines culturels liés à ce que l'on associe généralement à la conception, le théâtre, l'architecture, les arts plastiques. On peut même se demander, mais ça c'est une réflexion très rapide que je ne vais pas creuser, si la place accordée à certains artistes africains dans la photographie ne trouve pas ses sources des mêmes préjugés. Et pour en revenir à la place accordée aux femmes, on peut citer les rôles de nurses dans la société, y compris dans la société contemporaine, où l'on croise un nombre impressionnant de femmes noires, poussant des landaux d'enfants blancs, ou promenant de vieilles mamies. On conçoit aisément que les femmes noires puissent demeurer confinées au rôle de servile, lequel confinement est par la suite justifié par une pseudo plus grande aptitude à la maternité, à l'allaitement et à la garde d'enfants, un peu comme les chats font du bien aux vieux. Le cinéma et le théâtre, en distribuant les femmes noires dans ces rôles, contribuent à perpétuer cette ghettoisation des emplois subalternes. Maintenant, comment sont traitées les femmes créatrices, car il en existe, et de nombreuses, qui se battent pour exister en littérature, théâtre, art plastique, danse, musique. Eva Doumbia, Chantal Lodian, Françoise Ségramotte et bien d'autres, Léonora Mian.
La plupart du temps, elles ont assez peu souvent l'occasion de se faire entendre, lire ou de faire voir leur création. Le fait de réussir à se faire jouer ou entendre est souvent lié à des considérations extérieures à la qualité de leur production. On programmera plus facilement le texte d'une auteure ou le travail d'une metteur en scène qui rend compte d'une situation extérieure à la France. Génocide du Rwanda, viol de guerre en Afrique, esclavage moderne, enfants soldats, oppression religieuse, que celui d'une femme ou d'un homme, mais là encore il peut y avoir discrimination entre les deux, qui s'attaque au fondement de la société française et occidentale, plus largement. À la limite, traiter du racisme aux États-Unis procure davantage de chances d'être programmé que de traiter du racisme en France. Ou alors on encensera une metteur en scène noire qui montre des classiques français ou grecs. Quant à tout ce qui touche aux relations entre la France et ses néocolonies, c'est à bannir férocement, et dans pratiquement tous les cas. Bon, Gertie a beaucoup plus parlé du monde du spectacle, qu'elle connaît très très bien, de la scène. Moi, je vais un peu revenir sur ce qu'on disait dans le manifeste, c'est-à-dire l'histoire intime entre misogynie et racisme. Moi, mon intérêt se place, je ne suis pas dans le monde du théâtre, mais toute la question de la culture, la question des musées, la question de la place qui est donnée à tout ce qui a en fait construit ce qu'on appelle la France, et qui est en général complètement mis de côté dans l'importance que ça a, c'est-à-dire le rôle qu'ont joué les siècles d'esclavage et de colonialisme dans la fabrication, dans la création de ce qu'on appelle la France, ses arts et sa culture. Juste un chiffre déjà sur lequel aussi on avait travaillé, c'est en fait on a constaté, et ce sont des chiffres d'ailleurs donnés par, je me souviens plus quel institut, l'INED, que 30% de la population française, de la société française, sont des non-blancs. Donc c'est pas un chiffre dérisoire, 30% donc seraient des non-blancs. Ça veut pas dire, c'est une enquête sur tous les territoires, constitue, donc on n'est pas en train, c'est pas les populations d'outre-mer, attention, c'est tout le monde, toutes les personnes qui vivent en ce qu'on appelle la France, le territoire de la République, et qui seraient non-blanches. Donc c'est un chiffre qui n'est pas évidemment dérisoire. C'est aussi, ce manifeste, il arrive dans des contextes où il y avait eu aussi la marche des femmes de la dignité contre le racisme le 31 octobre, où il y a de nouveau des groupes qui se forment autour de l'afroféminisme, du féminisme musulman, de repenser la question de qu'est-ce que c'est qu'être féministe aujourd'hui, et de qu'est-ce que c'est toutes les questions autour de la décolonisation, que signifie aujourd'hui décoloniser. Quel est le nouveau processus de décolonisation? Il y en a eu un dans les années 60 qui a été suivi de la création d'États-nations et qui a mis fin à un certain empire colonial, enfin la plus grande partie de l'empire colonial français, ce qui ne veut pas dire que l'empire colonial est complètement déconstruit, mais en tout cas qui a mis fin et la décolonisation a été menée donc par les colonisés. Aujourd'hui, quand on parle de décoloniser les arts, c'est d'apporter le processus de décolonisation dans la société ici. C'est-à-dire que ça ne concerne pas les Algériens, les Malgaches, les Sénégalais, toutes les personnes, tous les peuples qui ont été colonisés par les Français. Ils vont poursuivre leur processus de décolonisation à leur manière, comme ils le conçoivent, mais comment la société française va se décoloniser elle-même. Et là, c'est à partir, si vous voulez, de l'analyse qu'on peut penser à ce que Césaire écrivait dans le Discours sur le colonialisme, de l'effet boomerang, de l'effet retour, qu'on ne colonise jamais sans qu'il y ait un effet retour. Donc ce qui parle de décivilisation, le processus de décivilisation qui s'entraîne, c'est-à-dire de retirer quelque chose d'une dimension de la civilisation. Donc on est, pour nous, on est dans ce moment, dans cette étape de comment va s'engager le processus de décolonisation de cette République, qu'on appelle la Ve République, qui, je rappelle, est née quand même des chaos d'une guerre coloniale, la guerre contre les Algériens, et qui porte en elle, donc si vous voulez, finalement, on va dire la tâche de cette naissance. Et on ne peut pas l'oublier parce qu'aujourd'hui on serait passé à autre chose. Non, elle est toujours là. Elle a été constituée à l'intérieur d'une question coloniale et elle portait en elle déjà, dès le départ, cette postcolonialité dans laquelle on vit aujourd'hui. Je reviendrai sur ce mot de postcolonial. Alors là, la question, bon, alors je vais repartir un petit peu en arrière sur cette question de pourquoi on parlait de misogynie et de racisme et pourquoi il est important pour nous de remettre ces deux termes
en avant et de montrer leur intersection, de comment ça marche historiquement, comment c'est deux relations de pouvoir. Alors, bon, quand même un tout petit peu d'histoire, malgré tout, il faut toujours revenir à l'esclavage, encore et toujours, qui reste malgré tout très très marginal dans la réflexion postcoloniale française, qui en général pense à l'empire colonial et pense rarement à l'esclavage. Or, dans l'esclavage, c'est vraiment, comme l'a dit Elsa Dorlin, la matrice de la race. Les femmes esclaves sont un peu, je dirais, ce que Gerty a cité ensuite sur la manière dont on décrit les femmes, c'est déjà là, c'est comme ça qu'on décrit les femmes esclaves. Elles sont noires, elles sont femmes, elles sont esclaves. Alors on leur dénie la maternité, la capacité d'être des mères, non pas de faire des enfants, mais d'être des mères, d'avoir une possibilité de maternité. On parle de leur laideur, on parle d'une sexualité qui serait débridée. Vous avez des textes au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. On autorise le viol des petites filles, parce qu'on parle souvent du viol des femmes, mais les petites filles sont violées, et il y a des textes dans les archives pour montrer l'incroyable obsession sur le sexe de la femme noire et de la petite fille noire. C'est-à-dire des petites filles de 5-6 ans qui refusent, par exemple, qui ont été violées, et dont on va brûler et torturer le sexe. C'est-à-dire vraiment, il y a quelque chose d'absolument obsédé, non pas seulement sur la représentation de la sexualité, mais le corps lui-même doit être touché et torturé. Évidemment, il y a cette peur des femmes, mais je voulais insister vraiment sur une incroyable répétition dans les punitions, de punitions sexuellement orientées. C'est-à-dire, bon, c'est parce qu'on dit viol, on dit torture, mais c'est vraiment, il y a le sexe de la femme noire est visé. Il y a quelque chose qui est torturé et brûlé. Au même moment où effectivement la sexualité de la femme blanche, et au fur et à mesure de plus en plus que ça on montre surtout vers la fin du XVIIIe et du XIXe, de plus en plus contraint, associé à la pureté, à la virginité. Donc elles-mêmes, les femmes vont contraindre. Bon. Donc il faut revenir ça, il faut revenir aussi au fait de la question de la traite, parce que l'esclavage c'est aussi la traite, c'est aussi cette première organisation au niveau mondial, on n'avait pas eu avant, de manière industrialisée, de l'organisation d'une main-d'œuvre qui va être mobile, racialisée et genrée. Genrée, puisque comme vous le savez, les captifs africains sont pour 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Donc on a une organisation aussi, une représentation autour de ça, de ce que c'est que la bonne masculinité, la bonne féminité, de ce que c'est qu'être noir, un homme et une femme noire. Et du coup, l'invention évidemment de la couleur blanche, de ce que c'est que la femme blanche et l'homme blanc, et tous les dividendes et les privilèges qui vont être associés à cette couleur, alors qu'on parle constamment de la couleur noire, mais il n'y a pas de couleur noire sans qu'il y ait évidemment le blanc. Donc la couleur blanche devient la couleur invisible mais universelle, associée à la beauté, à la liberté et aux droits imprescriptibles de la personne humaine qui émerge au XVIIIe siècle. Le colonialisme post-esclavagiste et l'impérialisme ne vont pas changer quelque chose. Au contraire, la mission civilisatrice que se donnent les empires coloniaux va viser le corps des femmes racisées. C'est par les femmes qu'on va civiliser. C'est toute la question de sauver les femmes de couleur, des hommes de couleur. Et donc il va y avoir un féminisme au service de l'impérialisme, qu'on va voir, que ce soit en Inde, dans les interventions contre le Sati, soi-disant au nom évidemment de la civilisation, ou qu'on verra plus tard, bien plus tard, ce que Fanon a décrit dans La Jalousie se dévoile, sur la question des femmes voilées qu'on dévoile, que la femme du général Salan va dévoiler publiquement. Il y a quelque chose là, d'une association entre ce qui est, où est la bonne féminité, qui détient les droits des femmes, et où sont vraiment les femmes qui représentent le progrès, et les autres qui ne représenteraient pas le progrès. Alors les femmes évidemment musulmanes, et les femmes noires. Donc là, les colonisateurs vont être là colonisés pour les droits des femmes. Alors qu'au même moment, il n'y a pas d'éducation évidemment mise en place et que les femmes colonisées reçoivent aucun droit. Mais dans le discours, dans la rhétorique, s'installe vraiment très très fortement cette idée que l'Europe détient vraiment les droits, c'est l'Europe qui a inventé les droits des femmes et qui comprendrait ce que c'est que donc être une femme émancipée et une femme libérée, et que le reste du monde, dans le reste du monde, les femmes sont maltraitées. Donc à la fois les stigmatisations des femmes non blanches et aussi la prétention donc de les sauver de cette barbarie dans laquelle elles sont. Et les deux choses vont toujours aller ensemble. On peut le revoir même, si vous vous souvenez, en 2001, quand les États-Unis vont attaquer l'Afghanistan,
le grand discours de Laura Bush et de Thierry Blair va être sur le fait qu'on va sauver les femmes et les enfants. On mène cette guerre pour sauver les femmes et les enfants afghans d'une culture qui est totalement barbare, qui les voile de haut en bas. Donc on voit, quand je dis ça, ça n'empêche pas évidemment la critique des systèmes patriarcaux et des mécanismes qui se mettent en place partout pour donner du pouvoir aux hommes sur les femmes. Je vous parle de comment effectivement misogynie et racisme s'articulent pour s'articuler. Et quand on a évidemment en Europe, donc on peut voir, je parlais de l'effet retour, et à un moment où misogynie et racisme devient peut-être le plus clair pour les Européens, parce que les autres, ils ont déjà aperçu et compris ça, c'est avec le nazisme. Le nazisme est vraiment extrêmement misogyne et extrêmement raciste. Mais ça va être effectivement, comme le dit Césaire, l'effet retour sur le sol de l'Europe de ce qui s'était fait absolument ailleurs. Donc pour les Européens, très souvent, c'est plus facile de le voir à travers le nazisme, mais c'était des choses qui existaient donc auparavant. Pour continuer sur cette question d'intersection entre misogynie et racisme, plus près de nous, il y a évidemment les mouvements féministes en France, de ce qui se passe en France. Alors je peux dire très très rapidement, déjà, bon, avant d'arriver au XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, qui est le plus proche de nous, mais déjà au XIXe, vous avez une séparation dans le féminisme, une émergence d'un féminisme blanc, de ce qu'on appelait le féminisme blanc. Quand on va donner le droit de vote aux affranchis, en 1848, abolition de l'esclavage et le droit de vote donné aux affranchis, c'est-à-dire que les Guyanais, Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais, hommes vont pouvoir voter. Les féministes blanches, dont Hubertine Auclair, très grande figure du féminisme français, républicaine, opposante à Napoléon III, auteure, créatrice de journaux, une femme extrêmement courageuse, va écrire un texte protestant contre le fait qu'on donne le droit de vote aux nègres. Et en disant comment pouvez-vous donner le droit de vote aux nègres qui ne sont pas décivilisés quand vous ne le donnez pas aux femmes blanches qui sont décivilisées. Nous devrions avoir le droit de vote avant eux, puisque nous possédons. Donc on voit comment, à quel point ça va contaminer même les mouvements progressistes et les mouvements donc féministes en France. Donc là, c'était juste pour vous dire que ça ne commence pas dans les années 60-70, c'est déjà là, et on a aussi évidemment beaucoup d'exemples de mouvements féministes qui vont se déclarer pour la colonisation et pour l'impérialisme, au nom évidemment d'aller sauver les femmes de civilisations qui seraient soi-disant donc barbares et arriérées. Donc on fait un saut dans l'histoire, on arrive donc dans les années 60-70 quand on parle d'un renouveau des mouvements féministes. Je voudrais juste de nouveau encore faire une petite incise. On oublie très souvent quand on parle des mouvements féministes en France de parler des mouvements des organisations de femmes dans ce qu'on appelle les outre-mer. Bon, je n'aime pas m'étendre sur ce terme d'outre-mer. Bon, faute d'un autre mot, mais il y a eu des organisations de femmes en Guadeloupe, en Martinique et à l'île de la Réunion, bien avant, dès les années 30 et 40, avec une approche de ce qu'on appellera ensuite le féminisme social, mais qui sont en général tendus vers à la fois les droits sociaux, anticolonialistes et les droits des femmes. Profondément. Je peux citer Gerty Archimède, après laquelle tu as été nommée, qui est une grande avocate guadeloupéenne, la première avocate noire, qui va être députée au Parlement français, qui va d'ailleurs aussi contribuer à héberger Angela Davis quand elle passera en Guadeloupe, ou d'autres femmes. C'est des femmes, par exemple, qui vont constituer des syndicats de lavandières, de blanchiseuses, de femmes de maison, de cuisinières, dans les années 40. C'est-à-dire bien avant que le féminisme français s'intéresse à ça. Donc c'est une histoire très peu connue, mais qui est importante. Donc quand on dit la France, le féminisme français, c'était quand même des parties de la République. Donc, ça, c'est pour rappeler ça. Et alors, en France même, dans les années 70, bon, vous avez bien la coordination des femmes noires qui va exister, ou la publication en 1978 de la parole négresse d'Awatiam, qui montre que déjà, il y a aussi d'autres femmes qui parlent, déjà, même si aujourd'hui, on ne les entend pas. Et on a le fait qu'il y a toute une série de choses qui existent à ce moment-là et que le mouvement féministe français ne va pas du tout prendre en compte, comme par exemple le Bumidon. Gerty rappelé le fait qu'aujourd'hui on a une image du monde colonial dans les rues de Paris, hein, les nounours noirs poussent des bébés blancs, des choses qu'on n'aurait pas pu penser voir dans l'Hexagone parce que c'est totalement associé à l'histoire coloniale et qu'on voit.
Et n'oublions pas que dans le moment du Baby-Dogs, vous avez cette organisation donc, de la migration des Antillais et des Réunionnais vers la France. Il y a eu, à un moment donné, jusqu'à présent, si vous voulez, l'organisation des main-d'œuvre mobiles sont très souvent majoritairement masculines, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Ça va commencer à basculer, et en relation de ce que déjà Gerty signalait, avec toute l'industrie du soin qui se développe. Donc on a besoin, comme les Français ont de meilleurs mondes, il y a des promotions, par exemple dans les hôpitaux, dans les crèches, dans tout ce qui est donc le soin aux enfants, aux malades, et à personne, on a besoin de personnes, tout ce qu'on appelle catégorisées, ce qu'on appelait à l'époque des filles de salle, maintenant on appelle ça des aides-soignantes, enfin peu importe. La question étant effectivement qu'il faut remplir là, qu'il faut avoir des personnes graves. Et ça va être massivement des antillaises qu'on va faire venir. Donc il y a, dans ces organisations, ce que je veux dire par là, c'est que quand on approche cette question de misogynie et racisme, il faut voir à quel point ça s'exprime dans des tas de choses, dans le monde du travail, dans le monde de la culture, qu'il y a une ligne de couleur constamment qui réorganise le monde du travail, le monde de la culture, le monde universitaire, le monde des médias. Il n'y a pas ça, je veux dire, c'est le monde de l'enseignement supérieur. C'est extrêmement donc important à voir. Et il n'y aura pratiquement aucune action des mouvements féministes français à l'époque sur ces questions-là. Sur ces questions-là. Il y a, tu vous souviens, toi, moi, quand on est intervenu à Fouilly-sur-Cour, que moi, on n'était que des Antillaises réunionnaises, je ne me souviens pas qu'il y avait des Français. Bon. Donc, une totale... Oui, découvre les bonheurs trop tard. La question de ce point, de cette intersection entre misogynie et racisme, qui est liée extrêmement au monde colonial, et donc au passé colonial, je vais, avant d'arriver sur mon dernier point, je vais vous en donner un autre exemple. Dans les années 60, l'avortement et la contraception sont encore criminalisés en France. Les médecins sont poursuivis, les femmes qui avortent sont poursuivies, le BLAC organise des départs vers la Hollande ou l'Angleterre, il y a toute une bagarre qui se fait, on a le procès de Bobigny en 1971, on a une énorme mobilisation qui va du BLAC, le planning familial, enfin, il y a une énorme mobilisation, mouvement pour la libération, la libéralisation des l'avortement de la contraception. On a une énorme qui va toucher beaucoup de mouvements, et alors au début, puis vers les années 70, le Parti communiste et le Parti socialiste ont commencé à présenter des tas de motions au Parlement pour effectivement la libéralisation. Donc on a une vraie mouvement social en France autour de ces questions, et qui devient vraiment l'épopée du mouvement féministe français. Aujourd'hui, quand on est libre, on parle de ce moment absolument incroyable de femmes manifestant. Au même moment, dans les Antilles et la Réunion, l'État français mène des politiques antinatalistes extrêmement agressives. C'est-à-dire que le même État qui ici poursuit les femmes, les médecins, les infirmières, les associations qui facilitent contraception et avortement, non seulement autorise, mais ouvre des centres de planning familial, fait en sorte que les PMI, protection maternelle infantile, les médecins puissent évidemment avorter sans consentement, stériliser sans consentement. Le stérilet est donné aux mineurs sans consentement des parents, sur simple recommandation d'une assistante sociale ou d'un médecin. Donc, au même moment où ici, toute la lutte se fait autour de cette interdiction, de cette criminalisation, et donc toute une épopée, au même moment, mais je vous parle de milliers de femmes qui sont touchées. C'est-à-dire qu'au moment où on demande aux femmes françaises de faire des enfants, de pousser, et c'est la même personne qui est pour les Outre-mer le grand défenseur de cette politique antinataliste, et en France, le plus grand opposant à la j'ai nommé Michel Zéphir. Donc, dans les manifestations, nous chantions « Ah, si ta mère avait connu l'avortement ». Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette position n'est pas du tout contradictoire. Elle indique qui l'État souhaitait les enfants de qui et ne souhaitait pas les enfants de qui. Elle indique aussi
que dans ces outre-mer, on ne veut plus avoir de force de travail, on ne veut plus que les gens fassent des enfants, on ne s'intéresse plus, on n'a plus besoin. C'est la destruction des industries sucrières et de la banane. On n'a plus besoin de main-d'œuvre cheap, pas chère. Donc, par contre, on en a besoin ici. Donc, on va organiser à la fois cette politique antinataliste extrêmement agressive et le Bundle. Les deux sont absolument en lien. Et ça n'apparaît dans aucun ouvrage sur la grande épopée de la lutte pour les droits des femmes. Donc, des années 60. On voit à quel point c'est absolument un point profondément aveugle de cette lutte. Ce qui fait qu'ici, la lutte contre la misogynie est une lutte, ce qu'on appelle pour les droits des femmes, d'une manière abstraite. Quand je dis de manière abstraite, je ne dis pas que ça n'a pas eu des conséquences extrêmement matérielles et concrètes, mais oublions dans quel contexte ça se fait, à quel moment ça se fait, et sur quel refoulement se construit dans cette idée. Le fait qu'il était possible aussi de comprendre que la lutte pour l'avortement et la contraception, la liberté en France, ne pouvait peut-être pas se poser de la même manière dans des territoires où il y avait eu l'esclavage, c'est-à-dire où la maternité avait été interdite aux femmes, où il y avait eu ensuite le colonialisme, et où il y avait ensuite ces politiques postcoloniales. Elles pouvaient ne pas se poser de la même manière. Il n'y a pas une seule manière de penser les droits des femmes. Il n'y a pas une seule manière de penser la lutte contre la misogynie et le racisme. Et pour finir donc sur cette question de ce qu'on pourrait, je veux dire, de ce qu'on voit aujourd'hui voir, de ce qu'on pourrait faire, on voit depuis quelque temps une réémergence de groupes afroféministes, de féminisme musulman, de femmes, des mamans toutes voilées, toute la lutte autour pour les femmes qui ont interdit le voile, le fait que 80% des victimes d'actes islamophobes seraient des femmes. On voit, si vous voulez, à quel point, de nouveau, une guerre de civilisation, ce que l'État appelle la guerre de civilisation, se met sur le corps des femmes. De nouveau. Et de ce que serait la bonne masculinité et la bonne féminité. Et donc, ce qui nous donne à repenser ce que ça signifie de décoloniser les arts, et qui pour nous ne signifie pas de mettre plus de diversité, c'est la lutte contre les discriminations, plutôt que la diversité. La diversité, elle va se faire. Il y a même des, je sais pas, il n'y a pas des délégués à la diversité, je crois, enfin, bon, s'il n'y en a pas, il y en a. Il y a des ministres à la loi du travail. Oui, il y a des secrétaires d'État à l'égalité réelle, et il y a un secrétaire d'État aux familles, aux femmes et aux enfants. Donc, il y a des comités pour la diversité partout. La diversité n'est pas, évidemment, c'est en plus, c'est très souvent pour masquer en fait le fait que pas grand-chose se fasse, comme a montré Gerty, et comme nous l'avons montré dans Décoloniser les arts, que pas grand-chose se fait de manière concrète. C'est un petit peu comme ce qu'on appelle colorer le casting, quoi. On fait un peu du Benetton, quoi. Et à un moment donné, on comprend qu'il faut quand même faire du Benetton, quoi. Il faut quand même qu'il y ait 2, 3 quand même figures. Ça peut pas être constamment. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça ne changera rien au niveau des discriminations. Et pour nous, la question, c'est vraiment la lutte contre les discriminations, de transformer aussi les récits. Quels sont les récits? Donc la question n'est pas simplement que Macbeth ou Phèdre soit joué par un noir ou une noire pour nous, ou par une personne musulmane, ou par un asiatique, pourquoi pas. Mais c'est profondément pas seulement ça. La question, c'est plutôt quelle est la forme, quels sont les récits qui vont réémerger et évidemment montrer à la fois la multiplicité, l'incroyable pluralité des mémoires et des histoires qui vivent, des langues qui sont parlées sur ce qu'on appelle le territoire républicain. Il n'y a pas que le français qu'on parle, et je ne parle pas de parler l'anglais et l'allemand, je vous parle de parler les langues kanaks, je vous parle de parler le maoré, je vous parle de parler les langues créoles, les langues bushinangé, les langues des Amérindiens, enfin bref, toutes ces langues. Il n'y a pas une seule langue, il n'y a pas de monolinguisme est une erreur. Il y a donc quelles vont être les figures, quels vont être les récits, quelles vont être même les autres formes d'écriture, les autres formes de représentation, les autres formes de pratique. Parce que de l'économiser, ce n'est pas simplement, donc, comme on disait, de faire en sorte que Phèdre soit joué par une asiatique, une noire ou une maghrébine, mais c'est comment va-t-on effectivement tenir compte
de cette incroyable pluralité et contradiction aussi, parce que tous les récits ne sont pas égaux. Il n'y a pas d'égalité de récit. Il n'y a pas dans ce pays une égalité de mémoire. Il n'y a pas une égalité de récit. Donc comment on va faire en sorte, comment va-t-on faire pour qu'il y ait effectivement plus d'égalité de récit, plus d'égalité. Donc c'est pas la question de faire un chapitre, un petit encart, d'ajouter un chapitre, le chapitre oublié qu'on va finalement ajouter et enfin on va pouvoir être content. C'est pas ça, c'est tout le cadre qui va changer. C'est la dénationalisation du récit, c'est la décolonisation des pratiques, des institutions, des formes d'écriture et des formes de représentation. Donc ça va plus loin que simplement d'exiger qu'il y ait plus de personnes racisées à la tête des institutions. Ça sera très bien, c'est très bien pour les personnes, mais pour nous, décoloniser, c'est quand même effectivement de repartir sur cette décolonisation, c'est-à-dire de faire en sorte que cette colonialité, qui est au cœur même de la société française et de l'État, et surtout de l'État français, puisse être déconstruit, et qu'il émerge. On le sait, il n'y a pas plus non plus d'histoire des femmes, les femmes de toutes les femmes, qui auraient contribué à une transformation. Donc misogynie et racisme, lutter contre la misogynie raciste et le racisme misogyne, sont pour nous à la fois montrer les racines, la généalogie, l'histoire, et donc aller très très profondément dans ce qui constitue finalement les imaginaires, les manières de représenter, mais aussi évidemment de s'attaquer aux privilèges et aux dividendes qui ont été quand même donnés grâce à cette histoire, qui ont été acquis peut-être malgré les personnes. Quand les gens disent c'est pas de ma faute, c'est peut-être pas de la faute, mais peu importe, il y a des privilèges. Donc comment effectivement remettre en cause ces privilèges et comment se remettre à des écritures qui vont tenir compte et donc ensuite des formes de mise en scène, des formes d'expression qui vont tenir compte de ces histoires multiples et de ces histoires et des luttes et des résistances et des luttes et des résistances. Alors, on a vraiment du temps pour discuter. Alors, on m'a dit que quand vous parliez, il faut vraiment parler clairement dans le micro pour enregistrer la radio. Voilà, alors c'est ça le micro que je fais circuler. Il y a un deuxième micro. Oui, non, mais je demandais s'il y avait un micro qui se promenait ou que c'était juste ma question. Je crois que vous devez... Voilà. C'est enregistré pour quel rapport? J'ai déjà entendu. Tirez le câble. Si j'ai bien compris votre analyse, enfin la vôtre, celle de Bézagou, je la partage. Hein. Cependant, j'ai quand même une interrogation, mais peut-être que je n'ai pas tout compris. Je trouve que d'abord, vous voyez le terme racisé, que j'entends beaucoup, qui est né, je pense assez relativement récemment, de ma génération, on ne parlait pas de racisé, on disait en but au racisme, victime du racisme, il me semble que ça veut dire la même chose, et j'entends maintenant beaucoup ce terme racisé. Alors, je me demande si ce terme, quelque part, cache quand même quelque chose, peut-être de manière involontaire, c'est qu'on a tendance à mettre en avant l'ethnicisation comme grille d'explication des inégalités. Alors, je veux bien croire que quelquefois les classes sociales sont liées à une forme d'appartenance que je vais pas appeler une race, mais disons à des ethnies, si on peut dire, entre guillemets, à des points du monde qui ont été colonisés. Cependant, je trouve que ce terme racisé laisse entendre qu'on essaierait d'expliquer les inégalités, les luttes générales, par le fait qu'on appartient à une ethnie. Du coup, on perd un peu disons, ce qui, à mon avis, explique quand même en grande partie les inégalités, c'est-à-dire les luttes de classe, les rapports de force, les luttes des classes. Voilà.
Merci. Je pense que nous préférons le terme de racisé à même race et racisme pour des raisons. Alors, il y a plusieurs. Je vais dire plusieurs choses. Alors, racisé, ça renvoie à un processus qui n'est justement pas fixe, qui n'a rien à voir avec l'ethnicité, qui est la manière dont le capitalisme racial va à un moment donné stigmatiser un groupe, lui donner des caractéristiques pour ensuite, effectivement, pouvoir l'exploiter. Et ça ne suffit, je veux dire, ça peut être les Roms aujourd'hui, ça a été les Juifs hier, ça l'est encore aujourd'hui, ça peut être les Noirs, ça n'a rien à voir avec une ethnicité, ça a à voir avec la manière dont le capitalisme va fabriquer des personnes et justifier leur exploitation et leur fabrication comme des personnes qui ne comptent pas. Ensuite, la question de... il y a une deuxième chose que je voulais dire. On a bien enlevé le terme race de la Constitution, ça n'a pas empêché la prolifération, et plus que jamais même, on parle même de, je sais pas, de paroles décomplexées, briser les tabous, enfin toutes ces expressions vides, mais qui montrent qu'il y a une prolifération, en fait, d'expressions racistes et de discrimination et d'actes racistes qui montrent bien que la question n'est pas justement la question de la race, mais de la question des processus de racisation à travers lesquels des groupes et des personnes vont être stigmatisés et qui vont justifier, c'est le fameux « je ne suis pas raciste, mais ». Donc pour nous, raciser, ou parler de racisation, renvoie beaucoup plus à un processus qui se fabrique et qui est rudimentarisé, qui n'est pas le même. Ce processus de racisation n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans, ou qu'il le sera peut-être dans 20 ans. Mais il y a, et on voit que, par exemple, il y a des groupes, par exemple les Roms, depuis quelques temps, tout d'un coup, ils ont quand même surgi plus que jamais sur la scène publique comme groupe racisé. Donc racisé est pour nous beaucoup plus intéressant de dire que race, racisme, puisque justement il ne fixe pas, à propos ne désigne pas simplement un groupe, une personne, mais désigne évidemment notre processus. Maintenant, historiquement, ce sont les personnes de couleur noire qui ont été les plus racisées. Ça, je ne vois pas comment on pourrait dire autrement. Ce sont les plus racisés. Donc, ces processus et le consentement, comment on a fabriqué le consentement à ce processus, au fait qu'encore aujourd'hui, ce que même la phrase que citait Gerty, qu'on a lancée à la face de cette jeune femme metteur en scène et qui a provoqué pour nous l'écriture de ce manifeste, est quand même toujours un vocabulaire complètement colonial. On pourrait rappeler l'histoire de la guenon, l'histoire des bananes, l'histoire, enfin, tout est comme ça. On ne peut pas simplement donc parler de race et de racisme. C'est les processus par lesquels, et c'est pour ça que racisation et racisé nous paraît beaucoup plus juste que de dire. Et donc il faut lutter contre ces processus de racisation, lutter contre les discriminations, plutôt que simplement lutter contre l'utilisation du terme de race, par exemple. Et je rajouterais à cela qu'il y a une expression que vous avez utilisée qui était, on dit victime du racisme. Et qu'il y a une chose contre laquelle nous bataillons, c'est le mot victime. C'est-à-dire que nous en avons plus qu'assez d'être des victimes. Et nous sommes des combattants et des combattantes, et nous ne sommes pas des victimes. Par conséquent, en utilisant le mot racisé, nous enlevons cette expression victime de racisme qui nous maintient dans une situation, y compris dans nos propres têtes, hein, de soumission à une oppression. La participation, c'est quand même quelque chose qui nous réunit quelque part. C'est quand même un objet. Quand on est racisé, c'est dire qu'on est racisé. On devient un agent qui nous racise. Oui, bien sûr. Mais absolument. C'est bien sûr, l'État est raciste. Oui, absolument. Il y a un État racial, oui, absolument. Il y a des processus par lesquels, oui, il y a des agents. Bien sûr, il y a des processus par lesquels les personnes sont racisées. Mais de dire raciser ne nous enferme pas, ce n'est pas un État, c'est la fabrication d'un système contre lequel on se bat. On entend
Est-ce que le processus de raciser, comme tu dis, n'est pas lié quand même à l'oppression et à l'aliénation qui a déjà été étudiée dans les MLF ou par Fanon ou des gens comme ça? Comment vous situez l'oppression, l'aliénation et ce processus de racisation? Oui. Alors je distinguerais effectivement, vous avez raison, le processus de racialisation, ce serait effectivement le processus dynamique par lequel des institutions mettent en place des pratiques de discrimination et de représentation. Donc c'est processus vous racise. Et puis après il y a l'intégration, ce que Fanon a décrit dans Peau noire, masque blanc, où les racisés ou les colonisés intègrent les discours, ou ce que Gramsci dit, quand les opprimés eux-mêmes, évidemment, utilisent le vocabulaire de leurs oppresseurs. Alors là, ça fait partie de ce processus dans la fabrication du consentement à ces processus, à la fois du consentement de la personne qui est racisée et des personnes qui les racisent. Donc là, mais ce que je veux dire, c'est que l'une n'est pas réduite à l'autre, deux articulations, et il faut à la fois combattre contre ces processus et combattre effectivement contre la fabrique de cette hégémonie culturelle qui fait qu'à la fois les personnes qui en sont la cible, qui les reçoivent, intègrent ce qui est dit sur elles et les répercutent, et les autres personnes qui y croient aussi. Parce qu'il y a la question d'y croire. Pas simplement que moi je crois ce qu'on dit de moi, mais la personne qui me dit ça, qui y croit. Qui croit que, oui, c'est comme ça que les Noirs ils font plus vite, ou enfin bon, toutes les autres conneries de ce genre. Pardon, il faut J'ai peur de poser une question idiote. C'est quoi la différence entre blanc et non blanc? Vous avez utilisé les deux mots. Il faut parler maintenant parce que j'ai peur de poser une question idiote. C'est quoi la différence entre blanc et non blanc? Vous avez employé les deux mots. Si c'est une question de prisme de couleur, enfin, je trouve. À partir de quoi on est non blanc, c'est absurde. Si à partir du moment où on est non blanc, on est racisé. Il y a un moment dans l'histoire où le blanc devient une couleur sociale, un marqueur social. Ça n'était pas avant. Il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de. Je veux dire, il y a vraiment un moment, on peut voir un basculement, ça c'est pas d'un jour à l'autre, hein, c'est lent, ça prend, mais au début du XVIIIe siècle, c'est assez consolidé. C'est déjà assez consolidé. C'est-à-dire que si vous regardez dans le dictionnaire de langue française, je vous parle du dictionnaire, je ne vous parle pas de la langue qui s'écrit, dans le dictionnaire de synonymes, vous verrez que esclaves, nègres, noirs sont devenus des synonymes. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée dans le vocabulaire même, dans la manière dont on parle, d'une couleur qui est devenue une couleur sociale, culturelle, qui n'était pas auparavant. Vous comprenez? C'est-à-dire l'association entre noirs et esclaves n'est pas de tout temps, elle n'est pas naturelle, elle ne nous est pas descendue du ciel, elle a été créée. Et dans le même temps, on va créer le blanc comme couleur sociale. Donc on n'est pas en train de parler, on est en train de parler de position qui vont apporter au blanc, à des personnes blanches, qui vont être perçues comme blancs et fabriquées comme blancs, et dans les colonies c'est très clair, mais même ici, et à qui ça va apporter des privilèges et des dividendes, qui vont faire que même dans les colonies, quand vous aurez parfois ce qu'on appelle chez nous des petits blancs, ou alors les pauvres blancs, enfin peu importe, qui vont malgré tout, même quand ils n'ont pas de position économique importante, avoir quand même le privilège d'être quand même blanc. On peut voir ça par exemple chez Faulkner, on peut voir ça par exemple dans la littérature, on le voit dans la littérature. Donc c'est ça. Donc quand on dit non blanc, c'est pour aussi toutes les autres personnes dans ce monde, donc ça peut être les Asiatiques, les Africains, les Arabes, les Malbars, les Chinois, et toute une série de choses dont on voit qui se consolident encore plus au XIXe siècle, quand on vous regardez par exemple tous les livres qui sont donnés aux enfants à l'époque, ou le tour du monde de deux enfants, de France de deux enfants, pardon. Les extraits, c'est abominable. Qui est vraiment lu par tous les petits enfants de France, où on vous présente une hiérarchie des races. Et où le blanc
il y a quelqu'un qui ressemble à un blanc, de toute façon, enfin, qui ressemble à un blanc, qu'on a mis comme l'image parfaite d'un blanc. Et tout ça, ce sont des inventions, mais peu importe, ça a des effets concrets, ça a des effets concrets dans la vie. C'est des effets extrêmement concrets, et nous vivons avec cet héritage aujourd'hui. Il y a une question derrière. Madame. Et puis, vous pouvez vous approcher. Vous appelez ça à l'école de réponse. Je suis moi très intéressée par ce que vous avez dit sur la question du récit, la nécessité aujourd'hui de construire ensemble, alors par le biais du théâtre, de la culture, dans les discours politiques, d'autres récits. En ce qui me concerne, j'enseigne l'histoire-géographie en collège et effectivement, on est confronté en permanence à ces images, ces représentations. Et quand vous parlez de l'association directe esclaves noirs, par exemple, il faut régulièrement revenir sur, avec les élèves de 5e, on parle de la mise en esclavage en 4e, ils ont oublié déjà qu'en 6e, 2 ans avant, on a vu l'Athènes, la démocratie athénienne, avec ces dizaines de milliers d'esclaves qui étaient blancs. Et c'est totalement effacé. Ou dans l'Égypte aussi, c'était pas des Noirs qui étaient mis en esclavage. Et donc ça montre à quel point, alors qu'un an avant ils ont étudié des esclaves blancs, c'est effacé totalement. Et, alors, depuis quelques années, dans les programmes, en 5e, on étudie, ça s'intitule Regard sur l'Afrique ancienne, et donc on a le droit à faire plusieurs heures, 3-4 heures, c'est ce qui est prévu, 3-4 heures sur l'Afrique au Moyen-Âge. Et là, les enfants découvrent que Tombouctou, c'est une grande capitale culturelle avec une université, qu'il y avait des rois, des mythes comme celui de Soundiata Keïta, le fondateur du Mali au XIIIe, XIVe siècle, et il redécouvre une histoire où, sur un territoire où il y a une organisation sociale, une hiérarchie, des fonctionnaires, des routes, voilà. Et je crois que, alors le nouveau programme, j'ai à peine regardé pour la rentrée, mais il semblerait que ce cours qui n'a existé que depuis quelques années va disparaître à nouveau. Hein. Je crois qu'il faut se battre. Je crois qu'il faut vraiment se battre pour que, à l'école, on puisse multiplier ces récits, y compris alors sur. Je vais pas tout vous dire le programme de la 6e à la 3e, mais en 4e on aborde la colonisation, et là aussi je crois que on l'aborde surtout dans ces aspects de conquête, et puis pas suffisamment dans ce que ça produit comme nouvelle société. Et là, je crois qu'on manque de mots. On manque encore de mots pour pouvoir expliquer la société qui fonctionne encore dans nos têtes, quoi. Je voudrais juste faire une remarque sur la question. Pour moi, pour nous, l'action de la colonisation, c'est aussi de remettre en cause la périodicité. Vous avez dit l'Afrique au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on prend la manière dont l'Europe a pensé le temps et on casse l'Afrique dedans. Mais je veux dire, c'est même la périodicité qu'il faut remettre en cause, et cette périodicité qui de toute façon est fictive même pour l'Europe, et en a encore plus. Parce que pourquoi ce serait le Moyen-Âge de l'Afrique? Je veux dire, vous voyez déjà. Juste pour terminer, juste pour vous redire ça, parce que quand j'étais à l'île de la Réunion, de développer un musée, c'était justement de proposer de raconter l'histoire de la Réunion, non pas en commençant avec la colonisation française, c'est-à-dire, et ensuite de suivre, voilà, qu'est-ce qui se passe à la Révolution, qu'est-ce qui se passe à l'Empire, et puis on suivrait comme ça, qu'est-ce que la petite Réunion fait derrière. Et on avait proposé de le mettre dans le temps de l'océan Indien, puisque nous sommes dans l'océan Indien, c'est-à-dire dans le temps de cet espace qui est entre l'Afrique et l'Asie.
qui est un espace millénaire d'échange, bien avant que les Européens arrivent là-dedans. Et donc cette petite île là-dedans, elle éteint ce temps. Donc c'est aussi casser les périodicités. Je pense que changer les récits, c'est aussi d'interroger les périodicités. Si on suivait, par exemple, si on racontait même l'histoire de France, en suivant par exemple l'histoire des révoltes paysannes et ouvrières, on aurait tout à fait une autre périodicité, par exemple. Donc, je veux dire, au-delà évidemment de ce que vous dites et qui est très important sur comment on raconte les choses et pourquoi et comment on fabrique dans l'esprit des enfants un récit et donc un temps, et un temps qui en général implique le temps du progrès. On va de mieux en mieux, on va vraiment vers le bonheur. Et donc, là-bas, au Moyen-Âge, on vivait dans des huttes et je sais pas quoi, puis je sais pas quoi. Et puis, non, c'est les Africains qui vivaient dans des huttes. Enfin, on vivait dans la boue, les Gaulois aussi. Enfin, bref, bon, cette espèce c'est complètement des fictions. Donc, c'est aussi, décoloniser les récits, c'est de repenser aussi le cadre dans lequel ils sont mis, les cas, de les dénationaliser, de faire attention aux migrations, de faire attention à comment les frontières se construisent, comment la nation et comment l'identité nationale se construit. Et donc ça, période et espace, je pense, serait aussi important dans cette question de reconstruire des récits. Je dirais que décoloniser les récits, les arts, etc., ne concerne pas que les colonisés. Je dis c'est véritablement une progression. Je crois que ce sera un progrès pour tout le monde, quoi. Que ce qu'on fait, on ne fait pas pour nous parce qu'on est fâché, qu'on n'a pas assez de postes. On s'en fiche des postes. Voilà. Il faut, bon, moi, je dis très clairement, je ne veux pas être directrice, je veux être directrice de rien. Ni de scène nationale, ni de scène nationale. Je ne veux même pas être chef de la cafetière du chef. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, il est important que la manière dont nous considérons nos rapports avec ceux qui sont les plus proches de nous, là, quand par exemple dans mon quartier à Montreuil, les gens se disent ah ben oui, on va démolir le foyer d'Ara et on va nous mettre 40 noirs dans notre rue, mais est-ce qu'ils vont pas salir partout? Ok. La question c'est, excusez-moi quand je leur dis mes amis, vous avez des chiens qui chient sur les trottoirs toute la journée, c'est pas des noirs, des Africains, ils sont pas de chiens. Donc la manière dont vous pensez la propreté de l'autre doit vous amener à penser votre propre propreté. Et c'est sur toutes ces choses-là que les questions que nous posons sont importantes pour l'ensemble de notre société. Il y a beaucoup malheureusement dans les mentalités, et beaucoup sont piégés par ça. Vous l'avez évoqué tantôt, hein, quand vous disiez qu'on adopte un certain discours, malheureusement. Il y a beaucoup de défenseurs, entre guillemets, qui se targuent d'être défenseurs de l'antiracisme, qui instrumentalisent beaucoup, surtout la situation de la femme arabo-africaine, musulmane. Et par exemple dans le cinéma, un exemple, même des gens comme Colin Serrault, par exemple, lorsqu'elle représente Rachida Brakli, elle représente une prostituée, c'est mieux qu'une maghrébine soit émancipée en étant prostituée. Voilà, c'est très bien, c'est mieux qu'elle soit soumise à sa famille. Enfin. Et Georges Frêche aussi, par exemple, pour se dédouaner, il disait que pour se dédouaner d'un quelconque racisme, il disait ah ben non, moi durant mon mandat au conseil régional Languedoc-Roussillon ou bien à la mairie de Montpellier, il a embauché beaucoup de filles maghrébines pour échapper à la tyrannie de leurs frères et de leurs pères. Donc moi je considère ça comme une forme de considérer les femmes arabo-africaines comme soit des grands enfants ou soit comme des femmes vénales tout simplement, et c'est très très méprisant à leur égard. C'est un peu ce qu'on essayait de dire, c'est-à-dire que à travers ça, ce que se joue aussi, c'est quelle est la bonne masculinité et quelle est la mauvaise masculinité. La bonne masculinité, enfin les hommes bien, étant les hommes blancs, qui ont apporté tant de progrès. Alors évidemment, pendant ce temps-là, il y a cette même semaine, là, il y a quelques jours, on lit que en France, une grande majorité d'hommes français considèrent que quand une femme dit non,
et qu'on la force, c'est pas vraiment un viol, et notamment même chez des jeunes de moins de 30 ans, il y a un important, je sais pas, 30%, si on force une femme à 27% à une fellation, c'est pas non plus un viol. Donc, on s'aperçoit que cette construction qu'est-ce qui est civilisé, qu'est-ce qui est de la manière dont on traite une femme, la fameuse galanterie française, tout ça c'est de la rhétorique, c'est de la pure rhétorique, c'est de la rhétorique, et qu'effectivement aujourd'hui en Europe et en France, mais en Europe aussi, il est évident que la question arabo-musulmane est le cœur de cette reconstruction de reconfigurer misogynie et racisme. C'est-à-dire que c'est à travers la figure de la beurette, comme on dit, et j'utilise ça entre guillemets, émancipée, ou celle qui va s'émanciper, comme dans le film de Colin Serrault, ou celle qui est quand même mieux que ses frères, et que donc on peut l'engager, parce que les autres c'est des énervés. Tout ça est en train, effectivement, c'est autour de ça que se reconstruit aujourd'hui une nouvelle articulation entre misogynie et racisme dans la France de 2015-2016. C'est très très clair. Les garçons sont perçus comme étant évidemment plus brutaux, ne sachant pas comment traiter les femmes. Toute une rhétorique, une représentation qui est extrêmement intéressante à analyser aujourd'hui. Extrêmement intéressante à analyser, et sur lequel vraiment se joue, on pourrait parler évidemment de Pologne, et autour duquel il y a de réels enjeux. Parmi les programmes d'histoire du collège, j'aimerais aborder un autre enseignement autour duquel il y a des enjeux importants et qui recoupent en partie le sujet qui est abordé dans ce débat. Ce sont les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique qui sont mis en œuvre depuis cette rentrée dans les lycées et dans les collèges. Pourquoi enseignement moral et civique? Moral, le terme vient de l'ancien ministre de l'Éducation Vincent Peillon, avec le projet de la majorité actuelle de redéfinir le rôle de l'école, qui ne doit plus seulement instruire et éduquer. Et il y a des choses qui sont absolument terrifiantes dans ces nouveaux programmes. Par exemple, en lycée professionnel, il est question en terminale de faire réfléchir pendant l'année, mais aussi si le sujet tombe pendant l'examen, les élèves sur la loi de 2004. Il y a une étude de cas sur la loi de 2004, et dans les propositions pédagogiques qu'on commence à voir, aussi bien du côté du ministère, donc c'est la fameuse loi sur les habillés comme loi sur les signes religieux ostensibles, etc., et donc étude de cas carrément là-dessus, sur lequel les élèves pourront plancher à l'examen si c'est cette question-là qui tombe, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a pour chaque année, pour toutes les terminales, il y a 2 thèmes possibles. Donc celui-là peut tout à fait tomber. Et dans les propositions pédagogiques que l'on voit, du ministère et d'un certain nombre de manuels scolaires, tout est fait pour comprendre que le problème en France, autour de cette loi de 2004, à l'origine de ce problème, il y a les jeunes filles qui se sont présentées voilées à l'école, qui sont source d'incidents. En quelque sorte. Alors, les choses ne sont pas dites explicitement comme cela, c'est comme ça, effectivement, on peut comprendre. Moi, dans mon lycée, heureusement, on travaille toute l'équipe des enseignants de lettres histoire, et un certain nombre de collègues sont bien tombés dans le panneau, y compris des gens qui ont mal vécu la loi de 2004. Moi, j'ai regardé les propositions pédagogiques, j'étais un peu effaré. Alors bon, comme l'équipe accepte qu'on se critique et qu'on puisse aussi
faire des suggestions pour corriger tout ça, ok, mais regardez un petit peu dans quoi on est en train de tomber. Et je parle des programmes de professionnels, c'est parce que en lycée général et en lycée technologique, cela n'est pas évalué à l'examen. C'est seulement en lycée professionnel. Peut-être parce qu'il y a plus d'enfants d'immigrés, peut-être aussi parce qu'il faut évaluer davantage le degré de laïcité des élèves. C'est ainsi qu'on peut comprendre les choses. Vous pourrez aussi apprécier le fait qu'il n'y a qu'en lycée professionnel, les élèves n'ont pas le droit à l'enseignement de la philosophie. Je ne sais pas si vous voyez aussi le lien. Donc, enseignement moral et civique pour tout le monde, et peut-être qu'en lycée général et en lycée technologique, on a un peu plus le droit de réfléchir, de se poser certaines questions, y compris celles qui dérangent. Donc il y a un véritable enjeu autour de ça, et donc oui, faire le lien entre racisme, sexisme, puis peut-être aussi racisme de classe, parce que tout ça effectivement est lié, et l'histoire, François de Vergès en parlait aussi de Cologne, ça nous interpelle. Et aussi toute la polémique qu'il y a autour de Kamel Daoud, et puis des approches essentialisantes qu'il ne veut pas reconnaître. Bon, c'est bien malheureux, mais il y a un vrai souci autour de ça. Et je terminerai juste sur la réaction d'une partie du mouvement, une partie quand même significative du mouvement féministe allemand, qui après ce qui s'est passé à la Saint-Sylvestre est quand même descendu dans la rue contre le sexisme et contre le racisme, voyant très bien le danger qu'il y avait de ne pas faire le lien entre les deux quand ils ont vu Pegida et tous les mouvements d'extrême droite s'emparer de la rue et de l'espace public. Voilà. Moi, je dirais juste une chose. Je ne savais pas que les élèves au lycée professionnel étaient testés là-dessus, mais justement cette question d'enseignement moral. C'est-à-dire, à une question sociétale et culturelle, on répond par la morale. Mais la morale ne nous apprend rien. Qu'est-ce que ça m'apprend, la morale? C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de... C'était pas bien d'avoir de capturer des Africains, on a capturé 15 millions, on les a déportés, on les a exploités. C'était pas bien, ça n'a rien changé, la morale n'a pas changé. C'est un mouvement, absolument, ce sont des révoltes continues, ça a été la révolution haïtienne, ça qui ont mis fin. Donc la question de la morale, et là par exemple, j'arrive à revenir, mais je me disais, le théâtre montre aussi des situations de conflits qui ne sont pas résolues que par la morale. C'est pas la morale qui va résoudre simplement les questions. C'est pas par la morale qu'on va apprendre la solidarité. C'est pas par la morale qu'on va apprendre que effectivement on traite pas les gens comme ça. C'est pas par la morale qu'on va se dire mais comment je fais, comment on va apprendre aux enfants, comment évidemment on n'a pas solidarité. Juste, ça me fait penser à quelque chose. Il y a 2 ans, je suis à Marrakech au Maroc et je dois parler des enfants dont ils ont 5-6 ans, donc je sais pas quelle classe ils sont. Une grande section en matière de... Merci. Et de leur parler du racisme. Alors là, je me dis, mais je vais leur faire une leçon, c'est pas bien d'être raciste, c'est méchant. Ils vont me dire oui, ils sont gentils ces enfants, ils vont me dire oui, il y en a ton cœur qui va me dire mais si, c'est bien. Donc je me demandais comment leur faire comprendre quelque chose du mécanisme du racisme. Et alors, quand je suis retrouvée, là j'avais, je sais pas, 200 petits-enfants devant moi, je leur ai demandé comment, est-ce que dans la cour de l'école, par exemple, il arrivait que des enfants soient mis de côté, on joue pas avec eux, parce que elle est pas comme il faut, elle est trop grosse, il a des lunettes, enfin, tous les mécanismes qui font que les enfants vont exclure d'autres, ou leur dire la jouissance du pouvoir qui va s'exercer là-dedans, on va être 4-5 et on va venir bon enfin bref. Et je me suis dit donc j'ai essayé ça, ils ont tout de suite compris. J'ai eu des témoignages, il arrêtait tout le monde, chacun, il y avait je ne sais combien qui vont raconter comment, tout ça, et comment ça s'est passé, pourquoi on jouait pas avec elle ou avec lui, et
comment si, et comment ça, et voilà, et pourquoi ça se passait comme ça, et pourquoi ils étaient tous... C'était très... Ils ont compris le mécanisme de pouvoir à partir de leur propre expérience, et non pas à partir de, je sais pas, leur dire, c'est pas gentil. Donc je me suis dit, et la deuxième chose aussi que je leur ai demandé, parce qu'il y en avait pas mal, c'était des enfants de bourgeois, tout ça, s'ils avaient des femmes qui s'occupaient d'eux chez eux. Ils m'ont dit oui. Alors j'aurais dit, vous savez, elles ont des enfants de votre âge, et la plupart disaient, on ne sait même pas si elles ont des enfants. Ah, je dis, bon, vous ne savez pas, alors bon, vous ne savez pas, je dis ça, alors elles travaillent chez vous. Oui, non, alors bon, mais je laisse comme ça, je leur dis pas, c'est pas bien, etc. Et là, tu vas t'appliquer. Et le lendemain, je reviens dans la même école, il y en a plusieurs qui sont précipités vers moi, ils avaient demandé les noms à la femme si elle avait des enfants, quels étaient les prénoms, ils venaient me le dire, etc. Je vous dis pas, c'était juste le déclenchement de petit quelque chose pour sortir, parce que c'est juste la fabrication des mécanismes de pouvoir dans lesquels on rentre, comme ça. Et c'est pas en leur faisant la morale que je pense que je leur aurais appris quelque chose. Donc la question de la morale, l'esclavage n'a pas été aboli à cause de la morale, il a été abattu à cause des luttes. Donc comment on lutte, donc comment apprendre à des enfants à s'opposer à l'injustice, comment leur apprendre à articuler une parole contre l'injustice, à ne pas avoir peur. Je pense que c'est ça, s'il y avait une éducation, un enseignement moral civique, ça serait celui-là. Je n'étais pas là, mais j'ai envie juste de rajouter quelque chose. C'est que dans la question des luttes contre l'esclavage, la place des femmes est souvent oubliée. On parle, il n'y a pas très longtemps, il y avait un congrès des écrivains antillais, enfin caribéens auquel j'étais invitée, et le thème c'était l'héroïsme. Et pendant 2 jours, on a parlé de Toussaint Louverture, de Dessalines, de Toussaint Louverture gentiment, de Toussaint Louverture avec amour, Toussaint Louverture avec tendresse, avec affection, avec etc. On n'a parlé que des hommes. Et on n'a pas du tout parlé des luttes des femmes qui ont été menées pendant l'esclavage. Non seulement de femmes qui ont été des chefs marronnes, hein, comme à Jamaïque, Nani la Marronne, c'est la plus connue, qui a été comme chef d'un village de marrons, mais on n'a pas parlé des marronnages quotidiens, des empoisonnements, des révoltes, des meurtres, des planteurs, de mettre le feu, etc. Toutes les formes de résistance que les femmes pouvaient avoir. Et ça, ça fait partie d'une page de certains récits qui serait important d'entendre, je dis sur les plateaux, mais dans les films, etc. Voilà. Comment elle s'appelait, votre chef marron? Nani. N-A-N-Y. Quand je vous écoute, il y a quelque chose qui m'interroge de plus en plus. Je me dis, bien sûr qu'il y a des discriminations en fonction de la couleur de peau, de l'origine du pays, etc. Mais dans les luttes, en tout cas, quand je vous entends parler, je me dis, oui, bien sûr, peut-être que si j'étais noire, j'aurais été discriminée d'une certaine façon, je suis blanche, mais au bout du compte, je me dis, mais je me sens dans la même lutte, c'est-à-dire qu'il y a les dominants qui ont besoin d'avoir des esclaves. Alors évidemment, on va se polariser sur la couleur de peau, mais les femmes blanches qui sont pauvres, qui sont obèses, ou je ne sais pas quoi, elles seront aussi maltraitées qu'une femme de couleur, de n'importe quelle couleur. Donc je me dis que ce qui est quand même important, c'est qu'à un moment donné, on est tous dans la même galère, c'est qu'on est face à des dominants qui ont besoin, parce que c'est comme dit le pouvoir pour nous écraser, de faire un certain type de discrimination. Mais moi, et c'est vrai que dans les luttes, j'ai pas envie, enfin,
Il n'y a pas de différence entre, même si dans la réalité, dans la façon d'avoir été, je prends le métro, je me suis pas souvent fait, je me suis fait arrêter parce que j'étais noire. Alors je ne sais pas si les femmes noires se font arrêter. Vous réfléchissez pendant que vous parlez. Non, mais je veux dire, voilà. Je dis ça, mais dans le fond, effectivement. Non, mais on n'a pas. Oui, d'accord, sauf que je parle de moi, mais je parle aussi des femmes. Je pense que quand même une femme de milieu très modeste, de certains milieux pauvres, sont aussi maltraitées qu'une femme face à un système capitaliste qui a besoin d'écraser les gens. Alors on va prendre la couleur de peau, ou ce matin j'entends une émission, si on est obèse, on a beaucoup de difficultés à trouver du travail, enfin, etc. Donc voilà. À côté de la plaque. À côté, qui peut vous dire Alors, une femme grosse, blanche, oui, elle est discriminée, mais une femme noire, grosse, elle est encore plus discriminée parce qu'elle est noire. Et comme le dit Didier Péricot très bien, un blanc ne se dit pas « je suis blanc ». Il ne le se dit pas. Un noir, tous les jours, il se dit « je suis noir ». Et ça, c'est une différence. Je ne le nie pas du tout ça, évidemment. C'est complètement absurde de ma part. Je veux dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire que de toute façon, on est dans la même lutte. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à ne pas se sentir, en tout cas, quand on est sur le même plan, la même galère, on est sur on est dans la même lutte. Bon, alors, oui, attendez, madame, moi, il y a des gens qui vont enfin, moi, comme madame s'est adressée à nous, je vous regarde le deuxième micro. Venez le chercher. Venez. Parce que nous, on est déjà un peu vieilles, hein. Il faut faire le tour de la salle comme ça tout le temps. Non, ce que je veux vous dire, madame, c'est que les luttes, la lutte face aux dominants, hein, oui, nous la partageons. D'accord? Bon, vous êtes là-dessus, on est entièrement d'accord. Le but de la discussion n'est pas de savoir qui est plus opprimé, etc. Le but de la discussion, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder notre société ensemble et de se poser les questions sur la façon dont cette société est organisée et sur la façon dont, y compris nous qui serions opposés à la domination d'une caste particulière qui s'enrichit davantage chaque jour, etc., de quelle façon est-ce que nous sommes amenés, de façon même inconsciente, à participer à être aux côtés de cette caste dans la domination de certains autres, tout simplement parce que nous sommes éduqués, que beaucoup de choses sont faites pour que nous pensions d'une certaine façon. Et tout ce que monsieur et madame viennent de nous raconter sur l'éducation nationale nous en disent de belles. D'accord? Donc c'est surtout ça la question. Alors évidemment, si vous posez ça comme ça, vous allez vous trouver face à moi qui va vous dire, mais bien sûr que non, je suis plus opprimé que vous. Et alors, ça ne vous fait pas avancer le schmilblick, cette affaire-là. D'accord? Bon, je vous dirais, simplement pour finir, sur la question des relations hommes-femmes, etc., j'ai un exemple que je trouve toujours somptueux. Il y a un débat qui est mené à la Comédie Française, au théâtre du Vieux-Colombier, sur les plateaux de théâtre sont-ils racistes. Et là, il y a la directrice de la Comédie Française à l'époque qui s'appelait Muriel Mayette, qui est une femme, donc qui est certainement soumise à l'oppression, à laquelle sont soumises la plupart des femmes, et il a certainement fallu qu'elle bataille beaucoup pour arriver un jour à être directrice de la Comédie Française et tout, qui sort cette phrase absolument somptueuse qui est « mais je mets de la diversité sur les plateaux, je mets les grosses, je mets les rousses, je mets des naines, je mets des... etc. Par contre, j'ai un acteur absolument fabuleux qui s'appelle... comment il s'appelle encore, voilà, que j'oublie son nom d'un seul coup, mais je ne peux pas le mettre sur le plateau, parce que dès qu'il entre sur le plateau, il y a toute son histoire qui entre avec lui. C'est le seul noir de la Comédie Française depuis 1998. Et donc c'est une femme qui tient ce propos à propos d'un homme noir, comédien, formé,
Bakary Sangaré, qui a été l'un des plus grands acteurs, comédiens aux côtés de Peter Brook, que nous avons tous admiré. D'accord? Donc nous avons de l'admiration pour Bakary Sangaré, pour Peter Brook, pour Sotigui Kouyaté, pour Yoshi Oida, etc. Et à la Comédie Française, une femme peut s'asseoir devant toute une assemblée et dire « mais je ne peux pas mettre ce noir sur un plateau ». Voilà où se situe la différence, madame. Que le capitalisme prédateur ravage tout et construise des périphéries dans des endroits où on ne s'y attendait pas. On pensait que l'Europe était préservée des programmes d'ajustement structurel et de périphérisation. On voit que l'Europe et les Européens en sont stupéfaits, qu'il leur arrive ce qui est arrivé depuis des décennies aux peuples d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. À un moment donné, le capitalisme, il a besoin de continuer à faire des profits, et si ça veut dire transformer la Hongrie ou je ne sais quelle région de France en région du quart-monde, il ne va pas hésiter. Donc on est d'accord là-dessus, on est d'accord sur le fait que la question, le capitalisme n'est pas intéressé par la couleur, nécessairement, de celui qui l'exploite. Apparemment. Donc, ça c'est une chose. La deuxième chose est qu'il y a aussi ce qu'on appelle un capitalisme racial, c'est-à-dire qui a construit quand même l'accumulation de la richesse sur l'exploitation des peuples qu'on appelle aujourd'hui le Sud, et qui a construit une asymétrie très profonde dans le pouvoir et dans la richesse entre ce qu'on appelle le Nord et le Sud. C'est-à-dire que même les pays les plus pauvres du Nord sont quand même plus riches que les pays du Sud. Et que même les riches du Sud n'arrivent pas à la cheville des riches du Nord. Donc il y a historiquement une division très profonde qui fait qu'il y a des gens très pauvres en France, et je ne le nie pas, ou en Grèce aujourd'hui qui est totalement dévastée, ou de toute façon d'autres pays d'Europe qui vont être dévastés les uns après les autres, parce qu'il s'agira évidemment de faire en sorte que le capitalisme retire de plus en plus de profit. Donc il y a ce processus de racisation dont on a parlé, et demain la racisation, on l'a vu en Europe, a touché les Juifs et les Roms, et demain pourrait toucher d'autres groupes, et touche aujourd'hui déjà les musulmans, mais peut toucher aussi des personnes qui se pensaient blanches, et qui pensaient jusqu'à présent être protégées, et comme disait madame, protégées parce qu'elles ne pensaient même pas qu'elles pouvaient être effectivement quelque chose d'autre que simplement blanche, et donc pourvue malgré tout d'une certaine protection. Protection qui vous assure effectivement de ne pas être arrêté 20 fois dans le métro. Donc je suis d'accord avec vous, c'est comment faire en sorte que même les personnes les plus pauvres comprennent un privilège qui a été construit historiquement, non pas pour dire que c'est de leur faute, mais que malgré tout, la richesse dont elles ont pu bénéficier s'est faite sur l'exploitation de milliards de personnes et la déportation. Tous les ouvriers français, même les plus pauvres, ont consommé du café, du sucre et du tabac. Ce café, ce sucre et le tabac, il s'est fait par la déportation de millions d'Africains et l'exploitation et leur mise en esclavage. Ils ont aussi profité de caoutchouc qui a été fait au Congo, qui a entraîné la mort de centaines de milliers de Congolais. Il a été fait sur les vignes qu'on a faites en Algérie après avoir volé les terres aux Algériens, et qui a fait effectivement qu'on a pu produire du vin dans un pays arabo-musulman. Et ainsi de suite. On pourrait, ou les grandes plantations d'EVA en Indochine, qui ont aussi détruit tout à fait l'Indochine, ou ce qui s'est passé à Madagascar. Donc le fait que directement ou indirectement, que vous ayez profité directement ou indirectement de cette construction de cet axe nord-sud, du fait qu'effectivement pendant tout un temps, tous les Européens, à des niveaux divers, je vous l'accorde, mais quand même, ont pu profiter. Si les salaires ont pu être aussi importants en France, dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est parce qu'il y avait une population immigrée qui était des travailleurs immigrés qu'on exploitait, et que parce que pendant ce temps-là, dans les Outre-mer, le SMIC n'était pas égal à celui de France. Ce qui permettait aux travailleurs blancs français d'avoir effectivement un peu plus de privilèges. Ce n'est pas que pour autant, ils n'avaient pas à se battre pour plus de droits. Ils sont justifiés à se battre pour plus de droits, mais il faut reconstruire des solidarités transnationales et transcontinentales et sortir de l'idée d'une
nations, justement, que la question, ce serait la nation. La question, c'est effectivement, est-ce qu'on veut poursuivre ce capitalisme racial et prédateur? Une dernière chose. Évidemment, quand on parle des régions pauvres, on pense tout de suite, j'ai entendu ça encore il y a 10 jours, le département le plus pauvre de France, c'est 93. Non, ce sont les départements d'outre-mer. Ce sont les départements d'outre-mer. C'est là où vous avez la plus grande pauvreté. C'est-à-dire que même le plus pauvre du 93 gagne plus que le plus pauvre de Guyane, de Martinique ou de Guadeloupe, et de La Réunion. L'île de La Réunion, c'est le département le plus pauvre de toute la République française. Les gens sont très pauvres. Mais pauvres par rapport avec, en plus, calculés à des revenus inférieurs à ceux de la France hexagonale. Donc il faut se remettre des faits très concrets en tête. Le fait que, par exemple, dans les Antilles, un pesticide qui est interdit aux USA, puis interdit en France, est toujours répandu par épandage aérien sur les Antilles. Il transforme la Martinique et la Guadeloupe aujourd'hui des sols contaminés pour des générations. Des générations. Et des enfants naissent aujourd'hui avec du chlordécone. Et il y a le chlordécone dans le cordon ombilical. La République française, c'est celle qui fait des essais nucléaires en Polynésie, qui fait qu'aujourd'hui vous avez entre 500 à 600 cas de cancer diagnostiqués par an, des enfants qui naissent avec les leucémies, un atoll qui va sans doute s'effondrer et qui contient des centaines de kilos de plutonium. Et ce n'est pas le Limousin ni la Bretagne. Et vous avez même des gens de l'INSERM qui vous disent que si ça s'était passé en Bretagne ou dans le Limousin ou je ne sais quelle autre région de France, ça aurait été des scandales nationaux. C'est comment vous externalisez et vous transformez quelque chose qui est absolument scandaleux en quelque chose qui ne se voit plus. Comment aujourd'hui les morts des lagons de Mayotte sont totalement ignorés alors que ceux de Lampedusa, on les a en tête. Pourquoi? Parce qu'ils risqueraient d'entrer en Europe et que donc ils risqueraient de contaminer l'Europe. Là-bas, s'ils meurent, de toute façon, c'est des morts qui meurent dans des lagons noirs, qu'est-ce qu'on en a à faire? Donc il faut, au-delà de cette question que vous posez, et qu'il faut se poser sur la question de comment reconstruire des solidarités, il faut partir des faits concrets. Des faits concrets qui ont installé des inégalités et des asymétries profondes. Et qui font qu'aujourd'hui, dans des territoires d'outre-mer, vous avez des taux d'électrisme qui vont de 21% à l'île de la Réunion, à 14% en Martinique, des taux depuis des décennies qui seraient de scandale en France, et c'est pour ça que les chiffres des Outre-mer ne sont jamais mis dans les statistiques nationales. Parce que si on mettait les chiffres du chômage des Outre-mer dans la statistique nationale, c'est pas 9%, je sais pas combien qu'on aurait, sur lequel tout le monde se roule par terre en disant que c'est un scandale, on en aurait beaucoup plus. Si on rentrait les questions de santé publique dans la question, et les questions par exemple effectivement du fait que pourquoi les gens dans les Outre-mer meurent plus rapidement, les hommes beaucoup plus jeunes de questions cardiaques, pourquoi il y a une forme de diabète qui est particulier et qui est lié à la question de l'esclavage, qui a été prouvé que c'est lié à la question de l'esclavage. Pourquoi ça? C'est de ces faits concrets qui installent des lignes de couleur, des séparations, et qui fait qu'effectivement, la très pauvre personne du Nord-Pas-de-Calais ou de la Creuse peut dire « mais moi j'ai rien à voir avec ça », historiquement, elle a à voir avec ça. Et donc comment va-t-on reconstruire et décoloniser ensemble? Mais ça voudra dire renoncer à des privilèges. Mais je voulais juste rajouter une toute petite chose. C'est que depuis plus de 30 ans, dans les départements, les 10 départements d'outre-mer, c'est-à-dire des pays qui ont des noms, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, on attire la Nouvelle-Calédonie, on attire l'attention sur des problèmes existants qui sont régulièrement renvoyés. Il suffit de lire, je sais pas moi, si par exemple il y a eu le mouvement de 2009 en Guadeloupe, si vous lisiez les commentaires qu'il y avait de la part du public sur ce mouvement, vous auriez été... C'était extraordinaire. Nous étions des assistés, nous étions des paresseux, nous étions des heureusement qu'il y avait la France qui nous nourrissait, etc. Il se trouve que depuis 1955, pour la Guadeloupe, il y a entre 24% et 30% de chômeurs dans ce pays. C'est-à-dire que nous vivons avec cela depuis plus de 50 ans.
Et chaque fois que nous attirons l'attention là-dessus, les gens entendent et puis on passe à autre chose. Mais on ne peut pas entendre et passer à autre chose parce que il serait temps de considérer ces pays comme des laboratoires de ce qui se passera dans ce pays-ci, là où nous sommes ensemble assis là aujourd'hui. C'est-à-dire que les solidarités, oui, mais les solidarités devraient avoir commencé depuis bien plus longtemps, au lieu de tout le temps se crisper en disant on m'accuse, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Non, on est en train de construire un monde pour demain. Et ce monde qu'on est en train de construire pour demain, les gens qui sont en train de le construisent depuis bien plus longtemps que nous, que vous par exemple, n'en avez pris conscience. Et que des gens qui vivent en Guadeloupe, qui vivent à Martinique, qui vivent en Algérie, qui vivent en Afrique, etc., attirent l'attention sur la façon dont ce capitalisme et cet impérialisme sauvage et violent se comportent avec eux, on en sera finalement conscient que lorsque l'on regardera l'état dans lequel se trouve aujourd'hui une partie de la population sur le territoire hexagonal. Mais l'état dans lequel se trouve une partie de la population sur le territoire hexagonal, ça fait très longtemps qu'il sévit dans les départements dits d'outre-mer. Et c'est important de noter cela. Je suis complètement d'accord avec vous. On est tout à fait conscient que vous êtes d'accord avec nous, mais justement discuter. Moi, je voudrais rajouter à ce que dit Gerty, c'est l'évolution de la gauche française et de l'extrême gauche française face à ces territoires. En 1956, Aimé Césaire envoie sa lettre de démission à Maurice Gaudens, dans laquelle il dénonce un parti qui voudrait, il dit la fraternité d'accord, mais tant que c'est vous le grand frère. Alors, et que nous, c'est le petit frère derrière. Et évidemment, il y a toujours à nous dire ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Donc, bon, la lettre est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus complexe que ce que je dis. Mais ce que je veux signaler par là, c'est qu'il parle donc de ce fraternalisme et qui va, en fait, jusque dans les années 60-70, la gauche française, l'extrême gauche française s'intéresse encore à ce qui se passe dans les Outre-mer, parce qu'on appelle les appeler comme ça, et les appelons comme ça. Et en fait, à partir de 1962 et après, 62, pour beaucoup de Français, c'est la fin de l'Empire colonial, avec la fin de la guerre d'Algérie. Il y a un peu un sentiment. Alors je sais qu'on est dans le salon anticolonial et que justement il est question de tous ces territoires, mais on continue malgré tout à aller, même parfois quand on dit colonial, on ne perçoit pas en quoi ils ont été reconfigurés dans cela, dans la reconfiguration du capitalisme actuel. Ce n'est pas simplement les conséquences du colonialisme, c'est que le capitalisme français actuel, et l'État a besoin de ces territoires où il déverse des millions de marchandises donc rapportant des bénéfices énormes aux sociétés de distribution et aux sociétés du BTP. N'oublions pas, tout ce qui est construit là-bas, c'est Bouygues et Vinci. Et rapporte à l'État français un immense espace maritime qui est important géopolitiquement, qui est important pour la science, qui est important pour la technologie, qui est important militairement. Mais les peuples de ces territoires ont disparu de la conscience de ce que ça signifie la postcolonialité française. Ont disparu de comment ça interroge profondément ce que ça veut dire d'être français. Et sur quoi cette idée d'être français se construit, sur quel refoulement, sur quelle répression, sur quelle invisibilisation ça se construit aujourd'hui. Comment, et Jarty est rappelé sur la question par exemple de l'esclavage, on ne connaît même pas l'histoire des femmes qui se sont soulevées dans les territoires français, Moulat de la Solitude, Sally Peller pour Haïti, Eva pour la Réunion et d'autres, enfin peu importe. Mais pour revenir à la question, c'est comment, Jarty disait des laboratoires, comment ce qui se met en place là, dès les années 50, préfigure ce qui va se passer dans des territoires en France. C'est-à-dire qu'au moment où on redécoupe le territoire hexagonal, en territoire où il va y avoir des smart cities, des machins, des trucs, etc., ça va être formidable, et puis des territoires qu'on va complètement laisser de côté, où les gens peuvent crever, où on va envoyer les déchets toxiques, et on va polluer comme là-bas.
Donc c'est cette configuration sur laquelle il faut se pencher et qui n'est pas simplement, je répète, l'héritage du colonialisme, qui est le fait de la manière dont la France est reconfigurée aujourd'hui dans l'Europe et dont l'État se reconfigure dans le capitalisme mondial, européen et dans cette question raciale. Donc c'est pas simplement le passé, c'est le présent. Comment le présent aujourd'hui se reconfigure. Et donc cette question de misogynie et racisme sont extrêmement, évidemment, importantes aujourd'hui dans cette reconfiguration. Il paraît que c'est les derniers mots.